Jean-Michel Boucheron, député PS d'Ille-et-Vilaine, Philippe Vittel, député UMP du Var, qui sont face à face. On va parler de l'Iran. Alors, les États-Unis ont annoncé avant-hier un accord entre les grandes puissances pour de nouvelles rétorsions contre l'Iran, qui s'obstine à enrichir de l'uranium, dont on ne sait pas très bien à quel niveau d'ailleurs, et s'il est d'ordre public ou militaire. Cette fois, la Russie et la Chine participent à cette coopération. Et dans le même temps, eh bien, il y a eu un accord. L'Iran a signé un accord avec le Brésil et la Turquie pour échanger de l'uranium, donner de l'uranium fortement enrichi contre de l'uranium moyennement enrichi. Deux accords qui sont un petit peu antagonistes. Alors le problème, c'est que la France est d'habitude du côté des États-Unis, et puis là la France a salué cet accord sur l'échange d'uranium, ce qui fait que on se demande si nous on n'est pas en porte-à-faux. Alors je vais vous laisser en parler pendant 12 minutes. Est-ce qu'on n'est pas en porte-à-faux? Quel doit être le dialogue avec l'Iran? Parce qu'on ne peut pas souffler le chaud et le froid, on ne peut pas mettre des sanctions d'un côté et puis l'aider à échanger de l'uranium de l'autre. Comment faut-il parler à l'Iran? Et puis d'où il sort cet accord-là avec la Turquie et le Brésil? Oui, moi je crois qu'on est devant deux aspects d'un même phénomène. Le phénomène majeur, c'est que le monde change et qu'il y a un certain nombre de puissances qui émergent. Elles émergent sur le plan économique, elles émergent sur le plan financier, et puis elles émergent sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Donc le cas typique est celui du Brésil et de la Turquie, dont on voit qu'ils ont maintenant une politique internationale. Le Brésil, je dirais, dominant maintenant toute l'Amérique latine, et la Turquie, eh bien, s'ouvrant vers les pays turcophones, vers le Caucase et vers toute cette zone qui sépare un peu l'Europe de la Chine. Et ces pays-là entendent avoir leur propre politique. Donc le monde ancien, où il y avait une bipolarité Russie-États-Unis, disparaît de plus en plus pour arriver à cette bipolarisation. Et puis, à cette nouvelle multipolarisation, pardon. Et puis, exister sur le plan diplomatique pour les uns, exister sur le plan militaire pour les autres, et c'est le cas iranien. L'Iran n'a absolument pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Si l'Iran attaquait demain matin Israël, il recevrait en retour 200 bombes atomiques. Ils ne sont pas fous. Le régime iranien, c'est d'abord une très grande civilisation. Le régime iranien est un régime extrêmement partagé. Même si le chef actuel de l'État est effectivement un dictateur et c'est un coup d'État, mais c'est un pouvoir extrêmement partagé. Donc le risque militaire n'existe pas. C'est un risque politique qu'il y a pour les pays environnants, c'est-à-dire que l'Iran, en disant je vais avoir l'arme nucléaire, à mon avis, ils vont faire la même chose à peu près qu'Israël, c'est-à-dire se doter de l'arme mais ne jamais l'avouer et surtout ne jamais l'expérimenter, eh bien ça leur permet d'apparaître vis-à-vis de l'ensemble du monde musulman comme les meilleurs résistants, les premiers résistants au monde occidental. C'est l'objectif iranien. Et donc tout ça est un peu un jeu de rôle. Les États-Unis défendent leur prééminence à l'ONU, voyant monter toutes ces puissances, et maintenant effectivement les choses deviennent un peu plus compliquées. Quant à la position de la France, eh bien je dirais qu'elle se rééquilibre un peu. La France a été pendant toute une période le premier militant, je dirais, contre l'Iran d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les choses deviennent un peu plus compliquées. La France est un pays qui est quand même très proche de la Turquie. La position française, la position turque, c'est une position compliquée. Je pense qu'il y a peu de temps, M. Erdogan et M. Sarkozy ont eu des conversations, et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de nos voisinages. Et il est évident que pour nous, la Turquie est plus proche que la lointaine Amérique, d'une certaine manière. Et donc, nous devons aussi nous concerter avec ces pays-là. Enfin, il y a aussi un jeu de rôle américain dans cette affaire, en disant attention, l'Iran est un danger absolu, etc. Sous-entendez, vous, les pays sunnites, venez vous protéger sous mon aile. Pays sunnites et aussi pays pétroliers. Et puis il y a Israël qui aussi joue un jeu de rôle également en cette affaire, en disant là on va m'attaquer, je suis en grand danger, donc vous Américains, aidez-moi, financez-moi, que la diaspora mondiale continue à me financer, etc., etc. Donc si vous voulez, il faut ramener l'ensemble de ce dossier à sa réalité, qui n'est pas une réalité militaire en fait, mais qu'il y ait une nouvelle redistribution des cartes diplomatiques mondiales. On peut aussi se poser le problème des sanctions et quelles vont être leurs conséquences. Moi, je suis toujours sceptique sur les embargos. Je constate que jamais ils n'ont donné le résultat qu'on en espérait.
Le cas le plus spectaculaire est l'énorme embargo américain sur Cuba pour renverser le régime castriste qui tient depuis 60 ans. Bon, donc si vous voulez, ces sanctions sont, à mon avis, quelque chose de très très dangereux. D'abord, premièrement, priver un pays d'un certain nombre de technologies et de pièces détachées n'est pas bon. Hein, moi, si un jour un avion iranien crache parce que les pièces détachées n'ont pas été fournies pour qu'il puisse voler, c'est quand même pas glorieux. D'autre part, disons bien les choses, c'est que en Iran, il faut jamais oublier qu'une partie importante de l'opinion, que les gens soient favorables ou défavorables au régime, une partie importante de l'opinion est nationaliste. Et le nationalisme iranien est une donnée historique constante. L'Iran n'est pas un pays qui envahit beaucoup les autres, hein, ou qui attaque ses voisins, mais c'est un pays d'orgueil, de nationalisme, de civilisation affirmée. Et les sanctions internationales, cette espèce de siège technologique autour de lui, peut avoir comme conséquence, eh bien, d'une certaine manière, de renforcer le pouvoir d'Ahmadinejad. C'est là que je vois un danger. Parce que Ahmadinejad sera toujours là pour dire à son peuple, voyez, je suis seul face à tous, tout le monde nous attaque, alors s'il vous plaît, pas d'opposition interne, car si vous m'affaiblissez moi, vous affaiblissez l'Iran. C'est ça le discours politique que va avoir Ahmadinejad. Et donc, je crois que ces sanctions, un certain nombre de pays sont très conscients qu'elles présentent peut-être plus d'inconvénients politiques que d'avantages réels, parce que de toute façon, un pays de la puissance de l'Iran, de la force intellectuelle de l'Iran qui veut se doter d'une arme nucléaire, se dotera d'une arme nucléaire. C'est pas les sanctions qui empêcheront peut-être retarder les choses d'une poignée de mois, mais ça ne pourra guère avoir d'autres conséquences. Et donc je crois qu'aussi dans l'initiative turque, il y a aussi cet élément qui joue énormément. Moi, personnellement, je suis tout à fait, je connais un peu l'Iran, je connais pas trop mal le monde musulman, je suis à peu près persuadé que si ce pays était ouvert vers l'extérieur, le régime d'Ahmadinejad s'écroulerait très rapidement. Merci beaucoup d'être venu en parler dans Politique Matin.